Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec nos invités. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Deux Africaines de la diaspora d'origine camerounaise et congolaise veulent révolutionner le marché de l'exportation des produits agricoles du continent grâce aux nouvelles technologies. C'est une nouvelle manière aussi de faire de l'impact social différemment. Katia Kouseke et Noéla Ligan, cofondatrices de la start-up Fresh Africa, sont nos invités du jour. Aujourd'hui, on permet aux consommateurs français d'avoir accès à des produits qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont consommés comme on peut les consommer sur place. Un buisson et une tisane, c'est la recette qui aide à combattre le paludisme en Afrique. La plante Artemisia gagne en popularité. Parce que vous avez des régions où il n'y a pas de pharmacie. Donc l'idée, c'est de vulgariser cette plante en attendant qu'il y ait un médicament, en attendant qu'on fabrique les médicaments, parce qu'à terme, la solution, c'est de fabriquer les médicaments localement. Comment produire et consommer local tout en allégeant l'effet inflationniste de la guerre en Ukraine sur les produits alimentaires? Une association en République centrafricaine cherche la solution. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. Le paludisme, l'une des maladies les plus redoutées en Afrique, continue de faire des ravages. Et face à ce fléau, une plante fait beaucoup parler d'elle depuis des années. C'est l'Artemisia, un buisson qui peut être coupé plusieurs fois par an pour en faire des tisanes. En Afrique, certains se sont donné pour mission la promotion des vertus de cette plante. C'est le cas de Sosten Massamba Kolela, fondateur de la ferme pédagogique Agria Loango, près de Pointe-Noire, au Congo. Notre journaliste Jean-David Miamlé, accompagné de Brice Kinou, l'a visité. Regardez. Voici le siège de la ferme pédagogique Agria Loango sur la pointe indienne, près de la ville balnéaire de Pointe-Noire. C'est ici que Sosten Massamba Kolela a décidé de promouvoir la culture de la plante médicale Artemisia. Objectif: aider les Congolais à s'approprier cette plante afin de lutter efficacement contre le paludisme, l'une des maladies les plus redoutées au Congo notamment. Parce que vous avez des régions où il n'y a pas de pharmacie. Donc l'idée, c'est de vulgariser cette plante en attendant qu'il y ait un médicament, en attendant qu'on fabrique les médicaments, parce qu'à terme, la solution, c'est de fabriquer les médicaments localement. Mais nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas de moyens, c'est autre chose. Donc en attendant qu'il y ait des médicaments produits localement, nous, qu'est-ce que nous proposons? Cette solution alternative qui est la tisane Artemisia. D'après l'OMS, en 2019, 94% de cas de paludisme et de décès liés à cette maladie se produisent en Afrique, avec 41% de Congolais vivant avec moins d'$1 par jour. D'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, l'accès aux soins de santé est difficile. L'Artemisia apparaît alors comme une alternative et non comme un concurrent à la médecine conventionnelle. Il y a souvent cet amalgame aussi qui est souvent fait entre le conventionnel par opposition à notre approche qui est traditionnelle médicinale. C'est un choix. L'Artemisia, c'est un choix qui est donné aux Africains. Le conventionnel, les médicaments, ou l'approche naturelle, qui est la tisane. C'est un choix. Il n'a jamais été question pour les maisons de l'Artemisia de se dire « ne prenez pas ceci, ne prenez pas… » Non, la liberté, c'est une très bonne chose. Vivre, c'est choisir. Pour mener à bien son projet, Sosten Massamba a bâti sur 6 hectares la ferme pédagogique de Loango, représentant de la maison de l'Artemisia au Congo. Il ambitionne ainsi de transmettre aux jeunes les bienfaits du travail de la terre et les bénéfices de l'agriculture biologique. Ici, nous sommes à la ferme pédagogique Agria Loango, en même temps le siège de la maison de l'Artemisia Congo. Donc il y a plusieurs activités ici, il y a plusieurs volets. Nous avons dans un premier temps l'Artemisia, où nous organisons à la fois des formations, la culture de l'Artemisia, la production de l'Artemisia. Ensuite, la vocation pédagogique de la ferme. Donc, nous recevons des écoles qui ramènent des enfants pour des sorties nature et découvertes, également des parents qui ramènent des enfants, des adultes pour l'initiation au jardinage. Nous organisons aussi des formations à l'agroécologie, en particulier le compostage. Voilà, grosso modo, c'est ce que nous faisons. Quoi qu'il en soit, les adeptes de l'Artemisia se disent satisfaits du produit.
L'artémisia est un produit que j'ai découvert il y a de cela une année par le biais des amis qui me l'ont conseillé pendant que j'étais malade. Et une fois l'avoir pris, ça m'a complètement soulagée et jusque-là, je continue de prendre ça. Je pense que c'est un très bon produit qu'il faut conseiller aux gens. Tout compte fait, l'appropriation de la culture de l'artémisia est un objectif majeur de Sosten Massamba, d'où des séances de formation régulières sur la culture et la consommation de l'artémisia. Mais comment tu fais pour planter l'artémisia? Je creuse d'abord le poquet, je mets le fumier à l'intérieur, voilà, mélangé avec le fumier et le compost. Voilà comment on plante l'artémisia. Ouais. Et puis, je mets l'eau. Le paquet d'artémisia se présente de cette manière. Donc c'est un paquet qui contient 40 g de tisane, de feuilles séchées d'artémisia à noix. La posologie est indiquée au dos. Comment préparer sa tisane. Pour faire simple, comme le faisons souvent en zone rurale où on n'a pas besoin de trop parler, vous déballez le contenu, vous répartissez en 7. Pourquoi 7? Parce que vous allez prendre pendant 7 jours consécutifs. La part équivaut à une dose. Vous mettez à infusion 1 litre d'eau bouillante à 100 degrés avec des grosses bulles. Vous retirez du feu. Vous prenez le tas, vous infusez, vous couvrez, vous attendez 15 minutes minimum. Vous filtrez et le litre est à boire dans la journée. Sosten Massamba, qui revendique fièrement le statut de paysan, continue de cultiver son jardin, fier d'avoir transformé sa passion pour l'agriculture en métier. Je vous le disais en titre, nos deux invités, Katia Kouseke et Noéla Ligan, veulent faire bouger le marché des exportations agricoles vers l'Europe pour le plus grand bonheur des consommateurs de produits tropicaux frais et bio en France. Leur mantra est la transparence et la traçabilité, des exigences qu'elles ont puisées dans l'observation des marchés et dans leur passion pour la cuisine africaine. Comment assurer la qualité de la graine à l'assiette? C'est ce qu'elles ont expliqué à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Katia Kouseke et Noéla Ligan, bonjour. Il y a plus d'1 an, vous avez créé Fresh Africa by Keno, les 2 premières syllabes de vos prénoms. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur le marché des produits tropicaux? Alors, ce qu'on peut dire qu'on apporte de nouveau, c'est par exemple la qualité des produits. Donc aujourd'hui, on permet aux consommateurs français d'avoir accès à des produits qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont consommés comme on peut les consommer sur place. Donc c'est l'expérience qu'on veut redonner aux Français. Et en plus, ce qu'on va rapporter, c'est la traçabilité, la transparence sur ces produits-là. Parce que actuellement, si vous rendez, par exemple, en grande surface, il est difficile, au niveau des produits tropicaux, de savoir exactement dans quelles conditions ils ont été produits, par qui. Et nous, c'est ce qu'on rapporte avec Fresh Africa, une transparence complète et une traçabilité sur l'acheminement des produits. Vous êtes camerounaise et congolaise de naissance, mais vous vivez en France depuis respectivement 9 ans et 15 ans. Comment vous est venue l'idée de ce pont alimentaire entre l'Afrique et la France? Donc effectivement, je suis personnellement arrivée à l'âge de 9 ans. J'ai grandi ici, mais j'ai toujours consommé ces produits à la maison. Ma mère en cuisine tous les jours. J'ai beau faire des repas en parallèle, elle fera toujours des produits de chez nous. Et donc, en voyant un peu l'expérience qu'elle avait, elle, pour aller s'approvisionner au niveau de ses produits, elle va par exemple tous les jeudis, mardis à Château-Rouge, parce qu'elle sait que c'est les jours où l'arrivage arrive fraîchement. Et en voyant comment est-ce qu'elle faisait et la pénibilité qu'elle rencontrait, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que on pourrait pas faire en sorte de digitaliser ce process que les produits arrivent directement chez elle sans qu'elle ait à se déplacer. Et en allant fouiller un petit peu, en allant chercher, c'est là que je me suis rendu compte que au-delà de ça, on n'arrivait pas à avoir une traçabilité sur les produits parce ça pouvait cacher, enfin cette opacité pouvait cacher un peu le fait qu'il y ait parfois des enfants qui travaillent sur les champs ou des adultes qui sont en train de subir de l'esclavage moderne. Et on s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas aller chercher nous-mêmes ces produits parce que c'est chez nous. Nos grands-parents sont agriculteurs. On sait comment arriver dans ces territoires qui sont un peu isolés et c'est comme ça qu'on est parti. Je suis allée chercher Noéla et go. Et aussi, donc, comme vous l'avez dit, nous sommes vraiment des enfants de la diaspora.
Et donc, en fait, le Fresh Africa, ça a été pensé comme un cercle vraiment. La notion de pont est importante entre le nord et le sud et le nord. Donc, c'est aussi en faisant de multiples voyages, en se baladant dans ce qu'on appelle des champs sur place, des exploitations. On voit que sur place, il y a du gaspillage parce que il faut savoir que en Afrique, il y a près de 50% des produits qui sont gaspillés au stade même de l'exploitation. Donc on s'est dit mais c'est pas possible, c'est des produits qui ont de la valeur et ici il y a un besoin. Donc voilà, c'est entre autres une des raisons pour lesquelles Fresh Africa est né. Vous l'avez dit, vous garantissez qualité, transparence et traçabilité de la graine à l'assiette grâce à la technologie blockchain. Concrètement, comment est-ce possible? On va faire simple en fait. Imaginez-vous, en fait, la blockchain va intervenir comme un tiers de confiance. Ok, c'est comme un notaire, par exemple. En fait, la blockchain, c'est la décentralisation, tout simplement, des informations. Donc, admettons que on ait, je sais pas, une cargaison d'ananas qui partent d'Afrique. Cette information va partir et au lieu d'être stockée à un endroit qui permettra, en fait, par exemple, qui nous permettrait de manipuler les informations. On avait des dessins un peu malveillants, là on a cette information qui va être répartie dans plusieurs ordinateurs un peu partout dans le monde et qui évite justement à l'homme, à l'être humain de falsifier l'information. Voilà, c'est la possibilité de décentraliser l'information et voilà un tiers de confiance qui reste numérique. Et techniquement, comment ça se passe? Vous allez avoir un producteur qui va avoir ses ananas qui sont prêts à partir. Il va nous envoyer un push, une information en nous disant j'ai tant de quantité d'ananas qui sont prêts à partir. Donc nous, on a quelqu'un sur le terrain qui va venir récupérer ces produits. Au moment où il vient, il vérifie ce que le producteur a donné comme information. Il envoie une information. C'est pareil, tant que ces informations sont justes et que ça s'accorde, le processus continue. Si jamais à un moment, vous avez une information qui pêche, par exemple, les produits arrivent à un endroit sans qu'il en manque une partie ou que la qualité de réfrigération a diminué ou augmenté ou n'est pas correcte, à ce moment-là, on a une information, on peut arrêter le processus, ou on peut savoir quel lot a été touché et ça évite de pouvoir venir et de retirer tous les lots et de savoir où exactement on doit agir. Voilà, donc en fait la blockchain va intervenir dans la fiabilité des informations pour qu'elles ne puissent pas être corrompues et également, comme elle vient de dire Katia, c'est pour pouvoir remonter l'information tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour les agriculteurs en Afrique? Quel intérêt trouvent-ils à travailler avec vous? Est-ce que cette blockchain, ce n'est pas effrayant en fait pour un agriculteur africain? Je dirais que de la manière dont nous, les outils qu'on leur donne, en fait, vous prenez n'importe quel producteur, aujourd'hui, ils ont WhatsApp. Donc, on a simplifié au maximum la démarche qu'ils avaient à faire pour nous donner les infos. On ne leur demande pas de faire quelque chose on est venu coller à leurs habitudes, en fait. On a simplifié un maximum pour qu'ils puissent nous envoyer les informations. Et après, au niveau de l'intérêt que ça peut donner, on avait à cœur de remettre le producteur, mais vraiment dans toute cette chaîne de valeur en fait de l'import. Aujourd'hui, il n'existe pas. On sait que les produits arrivent, on sait qu'ils viennent de quelque part, mais on ne sait jamais qui est-ce qui les fait. On ne sait pas comment est-ce qu'il a été traité, comment est-ce qu'il a été payé, qu'est-ce qu'il a subi pour faire ces produits-là. Et en fait, c'était pour nous important de le ramener. Et donc, en fait, déjà, c'est l'un des premiers rôles qu'on donne à la technologie, c'est de venir réparer un peu ce problème-là que nous, on avait constaté. L'agriculteur est central, en fait, vraiment dans le projet. Et la blockchain, c'est notre blockchain, c'est nous qui la construisons. Donc l'agriculteur, au même titre que le transporteur, c'est des acteurs de cette blockchain en fait. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est stocker cette information et la fiabiliser. Donc pour eux, c'est un processus qui est complètement transparent. Tout ce qu'ils ont à faire, les agriculteurs, c'est de confirmer que le produit a été mis en terre, par exemple. C'est un exemple, à tel moment, il a été récolté à tel moment, ils nous envoient des informations, il s'est stocké et voilà. Donc l'idée, c'est que ce soit le plus facile en fait et pour tout le monde. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
Vous le savez, la guerre en Ukraine continue de faire pression sur les prix des matières premières agricoles. En République centrafricaine, les dépenses d'importation de blé peuvent atteindre 17 milliards de francs CFA par an. La substitution d'une part importante du blé dans la production du pain et d'autres aliments par la farine de maïs ou de haricots permet de faire des économies. Mais comment accroître la production locale et consommer localement? Notre correspondant à Bangui, Bertrand Médard-Gaimas, a essayé de répondre à la question en visitant l'association Yeti Kodro qui fait la promotion des produits du terroir centrafricain. Regardez. Cette vendeuse, aidée par sa fille, vient juste de frire des kossé. Ce sont des galettes fabriquées à base de petits pois. C'est un des produits du terroir très prisé par les Centrafricains de tous âges. Ces kossé sont faits avec des petits pois que nous achetons sur le marché. Il ne coûte que 25 francs CFA et il est consommé par tous, petits et grands, écoliers comme des travailleurs. Consistant et bourratif, le kossé sert de soubassement matinal. Il rencontre un grand succès auprès des consommateurs, tant nationaux qu'expatriés. Si le petit pois n'est pas cultivé en Centrafrique, le haricot est largement répandu dans le pays. On le retrouve aussi bien dans le menu des ménages que dans les plats des cantines scolaires en Centrafrique. Activons le feu pour que le riz et le haricot soient prêts et bientôt les élèves vont sortir et ils doivent manger. Parfumé et doré, le kossé, apprécié pour l'énergie qu'il procure, est aussi irrésistible pour les écoliers que pour les passants, tant à pied qu'en voiture. La première chose qui t'attire lorsque tu passes devant ces beignets, c'est leur parfum. Ensuite, ils sont nourrissants et pas chers. Juste 2 ou 3 morceaux, tu bois un coup, c'est bon. Ça te donne la force de tenir ta journée. Le kossé, justement, fait partie des produits dont la commercialisation est soutenue par l'association Yeti Kodro, littéralement traduit, les choses du pays. Il est apprécié au même titre que les autres produits proposés par l'association. Ici, nous avons des feuilles de haricots. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas couramment sur le marché, dans les grandes surfaces et tout. Ici, nous avons la farine de mil, vraiment fait dans les conditions d'hygiène et tout. Les premières initiatives de l'association ont été lancées en 2016 à Bangui. Elle a depuis étendu ses activités à 2 autres villes du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées dans toute l'Afrique pour s'approvisionner en blé ukrainien, la mobilisation est à l'ordre du jour pour pallier la situation. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. En Centrafrique, les prix des produits de première nécessité tels que la farine, l'huile, le sucre, pour ne citer que cela, augmentent déjà. On assiste depuis plusieurs semaines à une flambée croissante des prix des denrées de première nécessité sur le marché et ces denrées qui sont essentiellement importées malheureusement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine nous pénalise. Le sac de farine que nous prenions chez le grossiste à 30 000 francs CFA est devenu 40 000. Nous sommes obligés de revendre en détail à 1000 francs CFA 1 kg de farine qui se vendait à 750 francs CFA. C'est fort. Les commerçants ont le regard tourné vers les autorités de la République centrafricaine et ils s'interrogent surtout pour la situation du pays, connu pour son alliance avec Moscou. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel pour proposer des actions pouvant éviter l'asphyxie de notre pays. L'action stratégique et à moyen terme que le département du commerce et de l'industrie est en train d'envisager consiste à réduire notre dépendance à l'importation. Pour cela, nous encourageons et orientons nos investisseurs vers la transformation de nos nombreux produits locaux et ceci en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage. Très impliqué dans le développement du pays, Yeti Kodro ne se limite pas aux produits alimentaires du terroir.
En 2021, elle a reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient, destiné à encourager les associations porteuses d'innovation. Et l'une de ces initiatives a été la mise en place d'un atelier appelé Kaina, dans lequel des artisans et jeunes qui ont des connaissances en couture peuvent venir travailler sur des machines mises à leur disposition, échanger et demander conseil à d'autres couturières expérimentés. Le nom Kaina Couture veut dire partager. Ça, c'est en patois. Partager quoi? C'est partager l'expérience entre les couturiers. Maintenant, nous avons 6 jeunes filles qui travaillent là de lundi au vendredi. En tant que marketeur, je n'étais pas venue à Yetikodro comme couturière, mais comme agent de marketing. C'est petit à petit au sein de Kaina que je me suis intéressée à la couture en apprenant à tricoter auprès de mes sœurs de l'atelier Kaina. Présente à Bangui et dans les sous-préfectures de Pawa au nord-ouest et Bria au centre-est de la République centrafricaine, Yetikodro démontre chaque jour que malgré les crises économiques et alimentaires comme celle provoquée par la guerre en Ukraine, les solutions se trouvent parfois dans l'initiative et le retour aux produits traditionnels. Nous retrouvons maintenant nos invités, Katia Kouseke et Noéla Ligan, les deux cofondatrices de la start-up Fresh Africa. Elles nous livrent leur analyse sur la crise alimentaire et inflationniste qui menace l'Afrique. Et vous allez l'entendre, elles sont plutôt optimistes. Katia et Noéla, en tant que cofondatrices de Fresh Africa, comment analysez-vous la crise alimentaire inflationniste que connaît actuellement l'Afrique? Paradoxalement, je pense que cette crise peut être une opportunité. Une opportunité dans le sens où elle peut donner l'occasion aux Africains de se réapproprier de leur richesse, de se tourner, parce que jusque-là, on est malheureusement victime. Même ici, on s'est rendu compte que l'importation de blé, on a découvert que ça venait d'Ukraine, principalement. Or, on a des céréales ancestrales. Donc, je pense que ça peut être une opportunité de se retourner vers ces céréales-là. Et voilà, il y a des pays qui sont clairement autosuffisants. Donc, je pense que c'est une opportunité. Il faut le prendre comme ça. Vous vous tournez vers des agriculteurs traditionnels à Fresh Africa. Mais faut-il miser sur l'écologie ou faire une plus grande place aux techniques de semences enrichies ou hybrides, aux engrais pour améliorer les rendements? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça, c'est une vision ça dépend vraiment des personnes en soi. Je ne veux pas aller à critiquer ceux qui font autrement, mais je pense qu'on est arrivé on a vu ici avec le modèle européen, on était arrivé au bout de toutes ces semences qui sont hybrides, etc. Et même ici, on essaye de revenir à cette agriculture traditionnelle. Donc, est-ce que ça serait la bonne solution aujourd'hui en Afrique que d'aller vers une solution qui n'a pas marché ailleurs? Je ne sais pas, il faut se poser la question. Et d'un autre côté, il y a plein d'autres techniques qui peuvent remplacer ces semences hybrides, etc. On peut parler de permaculture, d'agroforesterie. Est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen de tester? On sait qu'il y a d'autres plantes qui permettent de chasser, par exemple, certains petites bêtes qui vont venir attaquer certaines plantes. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser plutôt de l'ortie comme engrais, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous, on va aller travailler avec des petits producteurs qui utilisent encore des méthodes qui sont ancestrales, une juxtaposition de méthodes de culture vivrière et de culture un peu plus commerciale. Et donc voilà, la question ne s'est jamais posée en fait. Et vous sentez un soutien en Afrique, une prise de conscience dans ce domaine-là? C'est incroyable, mais effectivement, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on se rende compte que les gens sur place pensent comme ici. Ils ont besoin de cette traçabilité. Ils ont pareil, ils font très attention à ce qu'ils mangent. Pour eux, la notion de bio, c'est qu'il n'y a rien du tout qui a été rajouté dans les produits. Et ils tiennent à ce que ça le reste. Et d'ailleurs, c'est une des évolutions vers laquelle on va, c'est qu'on s'est rendu compte que nos produits, on n'avait pas simplement besoin ici. Il y a parfois besoin qu'on les laisse, aussi qu'on les ramène en ville, entre guillemets, comme on dit là-bas, pour que les personnes sur place puissent en profiter. Donc, effectivement, je pense que là, pour le coup, on a vraiment le même mode de pensée avec les personnes qui sont sur le territoire. Comment
voyez-vous le développement de votre start-up en Afrique compte tenu des contraintes que l'on peut parfois trouver sur le continent? Alors, ce développement, il doit se faire avec la connaissance des contraintes de chaque pays. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est un continent avant tout. Donc 54 pays, ça veut dire 54 réalités différentes. C'est de prendre connaissance du terrain, c'est aller sur place. Au-delà d'aller sourcer les producteurs directement, nous aussi, dans chaque pays qu'on ouvre, on est obligé d'aller sur place, de rencontrer les administrations, voir où ça bloque, où il peut y avoir des points bloquants et trouver des solutions derrière. Et la volonté d'exportation des pays est quand même une aide pour combattre certains obstacles. Totalement. En fait, cette volonté, elle est des deux parties. Là aussi, on la retrouve ici, en France. On ressent qu'ils ont de plus en plus besoin de travailler avec l'Afrique et peut-être d'abandonner des accords qu'il y avait avec la Chine ou autre. Et on va par exemple être poussé, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, par le CPA, qui est le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui nous accompagne beaucoup sur le terrain et sur certains des pays dans lesquels on travaille. Et de l'autre côté, on sent que dans ces autres pays, il y a une énorme facilité pour pouvoir sortir les produits. Il y a déjà des politiques agricoles qui sont mises en place et en plus, arriver aux douanes, on nous facilite énormément. On a des TVA qui n'existent pas entre des accords entre la France et le Cameroun par exemple et le Congo. Donc dans plein de pays où on travaille, on paye pas une très très grosse part de taxes. Votre conception de l'impact est très éloignée de l'aide au développement ou de l'aide alimentaire des décennies précédentes. Et vous avez une solution, les Fresh Rafiki. De quoi s'agit-il ? En fait, la conception de l'impact pour nous, c'était simple. On peut pas arriver. La première question, c'était ça. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça on avait cette mission envers l'Afrique parce que ça fait partie de nous. On n'est pas quand on arrive et qu'on achète des produits à un producteur africain. Moi, je vois mon oncle, ma tante, mon grand-père. Je ne vois pas juste un vendeur. Et c'est un peu difficile pour nous de repartir, de se dire, OK, on a payé le prix juste, on leur a donné l'argent et débrouillez-vous. Mais de voir qu'il y a des enfants des mamans qui viennent avec des bébés sur leur dos, sur les champs, des enfants qui vont pas à l'école. Et il était hors de question pour nous de venir comme pourraient venir certains ONG avec le côté ils nous tendent la main et on donne. Donc ce qu'on voulait faire un maximum, c'est de ramener quelque chose qui pourrait se faire sans qu'il y ait ce biais-là. Et on a pensé encore une fois à la technologie et encore une fois à la blockchain. Et donc les Fresh Rafiki, c'est tout simplement l'outil qu'on a trouvé. Donc c'est les NFT qu'on va vendre à des clients ici. C'est ce qui nous permet en fait d'agir au niveau de l'impact sur place. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de créer une communauté où les possesseurs de ces NFT, de ces Fresh Rafiki, pourraient avoir une influence, un regard déjà sur nos actions. Donc là, on parle des actions, tout ce qui concerne l'entité impact social. Et donc, aurait un droit de regard sur ces actions-là et un droit de vote aussi. Voilà, tout simplement. Vous achetez un Fresh Rafiki et ça vous donne droit à un droit de vote, tout simplement. Donc l'idée, c'est par exemple de se dire, OK, à notre communauté, là, on va dans un village qui s'appelle Piti, qui est à 30 km de Douala, la capitale économique du Cameroun. On a constaté qu'il y avait un besoin d'une école et d'une crèche. Donc là, nous avons constitué une cagnotte grâce à l'achat de ces NFT. Qu'est-ce que vous voulez qu'on priorise comme action sur place? Et donc, notre communauté voterait et on agirait en fonction. Voilà, c'est vraiment l'impact à tous les niveaux. Un autre exemple, par exemple, où on pourrait, nous, être des garants pour que les producteurs sur place puissent avoir des microcrédits. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils remboursent très très bien leurs microcrédits, mais souvent, ils ont du mal à les obtenir parce qu'ils n'ont pas de garant derrière. Donc voilà, c'est un des exemples, un des leviers qu'on veut utiliser pour l'impact sur place. Parce que Rafiki, c'est une signification. Oui, ça veut dire ami, mais ami dans le sens de frère d'armes. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, c'est du swahili pour le coup, et c'est très puissant. Donc en fait pour nous, c'est les fruits et légumes. Donc ces NFT représentent des fruits et légumes. Ce sont les fruits et légumes qui nous aident à entre guillemets changer ce monde et à changer le paradigme actuel en Afrique. Katia Kouseke et Noëlla Ligan, merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Katia Kouseke et Noéla Ligan, ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.